Si on se donne le temps d'analyser de près les images des soi-disant tests atomiques, on trouve systématiquement des incohérences. À l'époque où ont été faits ces montages, les gens ne pouvaient voir les films qu'au cinéma ou à la télévision. Ils ne pouvaient pas revenir en arrière ou ralentir les images pour mieux analyser ces films. Maintenant qu'on peut le faire, ces trucages sont nettement visibles. 5, 4, 3, 2, 1. Voici l'explosion de la bombe Baker, et regardez bien les nuages que j'ai encadrés avec un cadre rouge. J'ai mis le cadre sur le côté pour bien qu'on se souvienne de la forme de ces nuages. Et regardez, après l'explosion, les nuages qui ont été engloutis par le champignon atomique se retrouvent exactement les mêmes. On voit l'image au ralenti. Vous voyez ces images donc, que j'ai encadrées, ces nuages que j'ai encadrés. L'explosion atomique va littéralement engloutir ces nuages. Regardez bien, c'est très net, c'est pas un effet de perspective. Et ensuite de cela, les voici qui réapparaissent exactement identiques. Comment expliquez-vous qu'une explosion atomique beaucoup plus puissante que celle d'Hiroshima, qui génère une température de plusieurs milliers de degrés, un souffle de plus de 1000 km/h, laisse ces nuages réapparaître après l'explosion? Lundi 1er juillet 1946 au matin. Une bombe atomique va exploser au-dessus de l'atoll de Bikini, dans l'océan Pacifique. Elle vient d'être larguée par un avion de la US Air Force. Cette bombe a pour nom Able. Le souffle dépasse les 3000 km/h. Quelques jours plus tard, le 23 juillet 1946, dans le même atoll de Bikini, une deuxième bombe de même puissance explose sous la surface de l'eau. Elle a pour nom Baker. Belle propagande. Vous allez voir à quel point ils se sont plantés dans leur montage. Normal, à cette époque, ils n'avaient pas les moyens dont on dispose aujourd'hui pour vérifier, pour analyser ce genre d'image. Mais c'est pas la bombe qui est importante. Regardez bien la plage. Elle n'a pas bougé, elle est exactement identique. Regardez les palmiers, avant et après. Ce sont les mêmes, exactement les mêmes. Alors qu'ils ont subi un souffle de plus de 1000 km/h et certainement des vagues énormes dans ce lagon fermé. Les paillotes, pareil, sont restées identiques. La bombe a explosé à 6 km de la plage, donc c'est juste à côté. Et une bombe de cette puissance aurait donc dû générer un véritable tsunami dans ce petit lagon, des vents extrêmement puissants qui auraient dû tout arracher, et donc ces palmiers, ces paillotes, n'auraient pas pu résister à la première bombe. Des centaines, voire des milliers de soldats regardent une explosion soi-disant atomique dans le désert du Nevada. Normalement, une bombe atomique dégage une intense radioactivité, brûlant, voire tuant immédiatement tout ce qui est aux alentours. Mais ces militaires regardent tranquillement l'événement sans souffrir. À partir des années 1950, à Las Vegas, aux États-Unis, connu pour ses casinos, devient un centre d'attraction pour voir les essais atomiques. Il y en avait toutes les 3 semaines et la ville faisait une publicité intense sur ces explosions soi-disant atomiques. On venait assister aux tests atomiques, comme on irait au cinéma. Mais pas un mot sur les dangers d'une explosion atomique, pourtant destinée à décimer des milliers de personnes en une fraction de seconde. Bon, il est vrai que les spectateurs étaient installés à plusieurs kilomètres du point zéro. Mais sachant la puissance du rayonnement radioactif dégagé par une explosion atomique, pensez-vous que l'État américain très pointilleux sur tout ce qui est sécurité laisserait les gens venir admirer une telle explosion? Et est-ce que vous seriez allé vous installer sur des fauteuils pour admirer ce spectacle?
wait for weather conditions which would keep fallout at a minimum. Les bombes atomiques sont fabriquées au laboratoire national de Los Alamos. Pourtant, le centre de fabrication d'armes nucléaires est juste à côté de la ville, à 2 km du centre exactement. Comment croire que les Américains, très à cheval sur la sécurité, y installaient une usine aussi dangereuse et aussi proche des habitations, des écoles et des commerces? Peut-être parce que les dirigeants savent qu'en fait, il n'y a aucun risque, puisqu'il n'y a pas de bombe atomique. Ce n'est pas mieux en France, puisque le centre de fabrication d'armes nucléaires se trouve à Val-Duc, dans les Côtes-d'Or, à quelques kilomètres de plusieurs villages. Léry, Échallot, Salive, Frénois. Il y aurait plus de 17 000 missiles à tête nucléaire répartis dans plusieurs pays, principalement aux États-Unis, en Russie, au Royaume-Uni, en France et en Chine. Pourquoi aucun de ces missiles n'a jamais été utilisé? Pourtant, c'est avec une prétendue bombe atomique que les Américains ont arrêté la guerre contre le Japon. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas aussi utilisé une bombe atomique contre les autres pays où ils menaient une guerre? Ça aurait été beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide, moins onéreux d'envoyer des missiles à tête nucléaire sur le Vietnam, où il y a eu plus de 3 millions de morts, dont 60 000 soldats américains. On nous dira que c'est pas éthique, mais les guerres ont tué plus de 1,2 million de personnes dans le monde depuis 1990, avec des bombes et armes classiques. Pourquoi aucun journal scientifique, aucun site internet n'a jamais expliqué comment fonctionne précisément une bombe atomique? Les informations qu'on trouve sont très superficielles et ne donnent aucun détail technique. Alors cela n'a aucun sens de répondre qu'il s'agit d'un secret militaire, parce que fabriquer une bombe atomique serait tellement complexe qu'il faudrait des industries lourdes et du personnel ultra qualifié. Seul un État disposant d'infrastructures lourdes et organisées pourrait se lancer dans une telle entreprise, et ça se saurait rapidement. Ce serait donc inaccessible aux groupes terroristes et encore moins à des particuliers. Il n'y a donc aucun risque à faire paraître un article scientifique sur la bombe atomique. Si cela n'a pas été fait, c'est parce que la supercherie serait rapidement découverte. Finalement, quelle preuve avez-vous que la bombe atomique existe? Est-ce que vous avez déjà vu une explosion atomique autrement que sur des vidéos? Est-ce que vous avez déjà vu des personnes qui ont vu une explosion atomique? Et connaissez-vous des personnes qui ont subi les effets d'une bombe atomique? Il y aurait eu des témoignages de personnes ayant subi les radiations de la bombe atomique à Hiroshima ou Nagasaki, mais les connaissez-vous personnellement? Ou connaissez-vous des personnes qui les connaissent? Finalement, les seules preuves que vous avez sont des rumeurs. Le 13 février 1945, les États-Unis détruisaient la ville de Dresde en Allemagne en larguant 4000 tonnes de bombes incendiaires au phosphore avec les forteresses volantes B-29. Les mois suivants, ils ont fait de même sur 68 villes au Japon: Tokyo, Sendai, Osaka, Kurume, Maebashi, Mitsubishi, Kagoshima, Kobe, etc., tuant près de 900 000 personnes. Le 6 août 1945, à 8h15, les États-Unis ont soi-disant largué une bombe atomique sur Hiroshima au Japon. Comment est-ce possible que la ville de Dresde en Allemagne et les autres villes bombardées au Japon avec des bombes incendiaires présentent exactement le même type de dégâts qu'à Hiroshima et Nagasaki, soi-disant bombardées avec une bombe atomique? Parce qu'en fait, il ne s'agissait pas d'une bombe atomique, mais de milliers et de milliers de bombes incendiaires classiques. En 1908, une formidable explosion s'est produite en Sibérie, dans la Tounguska.
On suppose qu'il s'agit d'une météorite qui aurait explosé au-dessus de la forêt. À partir d'un point central, tous les arbres ont été couchés en radiant autour du centre de l'explosion. La bombe atomique ayant aussi explosé au-dessus de Hiroshima, tous les arbres et les bâtiments en bois devraient être couchés en rayonnant autour de ce point central. Mais quand on regarde la photo du point zéro, on voit qu'il n'y a aucun radiant. Ça signifie donc qu'il n'y a pas eu une seule explosion provenant d'une bombe atomique, mais des milliers et des milliers de bombes incendiaires larguées partout sur la ville. Selon le catéchisme atomique, tout devrait être totalement désintégré, puisque la bombe atomique génère soi-disant une puissante onde de choc de plus de 1000 bars, soit 1000 fois la pression atmosphérique. Cela devrait pulvériser même les bâtiments en dur, alors qu'à Hiroshima, tous les bâtiments en dur ont résisté. Par exemple, la banque était à quelques centaines de mètres du point zéro. Elles semblent plutôt avoir subi un incendie, au lieu d'une bombe atomique. D'ailleurs, la banque a réouvert 2 jours après le bombardement, alors qu'il devrait normalement rester une intense radioactivité. La bombe atomique aura explosé ici, dans le centre-ville d'Hiroshima. Les débris n'ont pas été pulvérisés par la puissante onde de choc d'une bombe atomique en recouvrant les rues, mais se sont accumulés, amassés, là où les maisons s'effondraient en brûlant. Les ponts auraient dû s'écrouler sous l'onde de choc. Pourtant, eux aussi sont restés intacts, alors qu'ils supportent très mal les explosions. Le pont Ayo était à 300 mètres du centre. Pensez-vous qu'une bombe ayant l'énergie de 15 000 tonnes de TNT ne pulvériserait pas ce pont? Pensez-vous que le goudron serait resté intact après une température de plusieurs milliers de degrés? Comment expliquer que quelques heures après l'explosion, on voit les gens se promener parmi les décombres sans aucune protection? L'explosion d'une bombe atomique devrait irradier la zone et personne n'aurait pu rester sans être pris de nausées, de maux de tête terribles, de vomissements, voire d'évanouissement. Comment se fait-il que les Japonais ont reconstruit la ville aussi rapidement après le bombardement? Pourtant, la radioactivité met des années avant d'être négligeable. 40 ans après Tchernobyl, les lieux sont encore irradiés, mais pas Hiroshima? Et est-ce que vous reconstruirez votre maison là où a explosé une bombe atomique? Où sont les dizaines de milliers d'irradiés? Selon les informations officielles, il y aurait eu au moins 60 000 personnes irradiées à Hiroshima et Nagasaki. Voici les seules photos qu'on peut trouver. Même pas une dizaine. Cela fait bien peu sur un total de 60 000 irradiés. Pourquoi n'existe-t-il aucun centre pour suivre cette dizaine de milliers de personnes? Donc où sont soignées et suivies ces victimes? On trouve plusieurs rapports soi-disant médicaux sur les irradiés de Hiroshima et Nagasaki. Pourquoi des rapports aussi complets, mais aucun centre médical pour suivre ces personnes? Combien existe-t-il de photos de l'explosion atomique prises depuis Hiroshima? 2. 2 photos. Pourtant, il y avait plus de 100 000 personnes dans cette ville au moment du bombardement. Et parmi les Japonais présents, aucun n'a pris de photos. Pourtant, la photographie existait depuis près de 100 ans au moment du bombardement d'Hiroshima au Japon. La marque japonaise Nikon, produisant les meilleurs appareils photo du monde, existait depuis 1917. Mais en 1945, il n'existe que 2 photos du bombardement. Comprendre la théorie d'une bombe atomique permet de comprendre pourquoi cela ne peut pas fonctionner. Selon la science, toute la matière est composée d'atomes. Cet ordinateur, cette montagne, ma main, l'air sont composés d'atomes. Un atome est composé d'un noyau et d'électrons tournant très rapidement autour de ce noyau. Et le noyau est lui-même composé de diverses particules au nom étrange,
protons, neutrons, bosons, gluons, quarks, mésons, pions, fermions, etc. Un atome est tellement petit qu'il est invisible même avec les microscopes les plus puissants. Il faudrait plus de 1000 milliards d'atomes pour remplir le volume d'une tête d'épingle. Lorsqu'un atome est très lourd, comme l'uranium, il est instable et se brise facilement en deux, soit de lui-même, soit parce qu'il a capturé un neutron. L'atome brisé libère 2 ou 3 neutrons. C'est ce qu'on appelle la fission nucléaire qui produit de la chaleur et de la radioactivité. Lorsqu'il y a peu d'uranium, les neutrons sont éjectés de la masse et la réaction s'arrête rapidement. Peu de radioactivité est émise, c'est pour cela que les techniciens dans les centrales nucléaires peuvent manipuler de petites quantités d'uranium à main nue. Mais lorsque cette masse atteint 48 kg, on appelle ça la masse critique, alors se déclenche une réaction en chaîne. Chaque neutron sortant d'un noyau d'atome va briser un autre noyau d'atome, celui-ci va libérer 2 ou 3 neutrons qui vont briser d'autres noyaux d'atomes et ainsi de suite. En une fraction de seconde, des milliards et des milliards et des milliards d'atomes vont être brisés, dégageant de la chaleur et de la radioactivité. Cette réaction en chaîne produit 1 million de fois plus d'énergie que la réaction de combustion du pétrole. C'est cette chaleur qui est produite dans le cœur d'une centrale nucléaire pour produire de l'électricité. Une bombe atomique fonctionne en théorie exactement comme une centrale nucléaire. La seule différence étant que dans une centrale nucléaire, on ralentit la réaction en utilisant un modérateur, ainsi la même masse d'uranium va lentement libérer son énergie pendant des années. Dans une bombe atomique, il n'y a pas de modérateur et la réaction en chaîne se produit instantanément. En théorie, parce qu'on va voir qu'une bombe atomique ne peut pas fonctionner. On a vu que pour que se produise la réaction en chaîne, il faut réunir une masse critique d'uranium de 48 kg. Dans la prétendue bombe atomique d'Hiroshima, on a donc divisé cette masse critique en deux parties de 24 kg chacune, inoffensives. Lorsque la bombe est larguée, on déclenche une première explosion avec un explosif classique dans la bombe atomique, comme une cartouche dans un fusil. Les anneaux d'uranium sont projetés dans un tube et vont aller s'encastrer sur un axe aussi en uranium afin de tout réunir en un seul bloc et obtenir la masse critique et soi-disant l'explosion atomique. Voici pourquoi une bombe atomique ne pourrait pas exploser. Comment est-ce que l'explosion préalable ne détruit pas la bombe elle-même? Regardez sur cette image l'épaisseur du fût de ce canon en voyant des projectiles de 19 kg. Il ne s'agit que de projectiles de 19 kg. Dans la bombe atomique, il faut projeter une masse de 24 kg à la vitesse d'une balle de fusil. Donc il faudra nécessairement un fût encore plus épais que ce canon militaire. Où ont-ils placé ce fût de la bombe atomique? Regardez cette photo, il n'y a pas de place pour cela. Pour que se produise la réaction en chaîne, il faut que la masse d'uranium soit très homogène. Si la masse d'uranium n'est pas assez homogène, la réaction en chaîne ne se produira pas ou sera considérablement affaiblie. Dans la bombe atomique, la première explosion classique projette les anneaux d'uranium pour qu'ils s'encastrent sur un axe aussi en uranium. Mais lorsqu'on projette des objets métalliques les uns contre les autres à grande vitesse, ils rebondissent et ne restent pas en contact. Et la réaction en chaîne va s'arrêter. Lorsque la bombe atomique explose, on nous affirme qu'elle atteint une température de plus d'1 million de degrés. Mais l'uranium fond à 1100 degrés et devient du gaz à 4000 degrés. Il devrait donc être immédiatement vaporisé, ce qui arrêterait là encore immédiatement la réaction en chaîne et donc l'explosion. Une explosion chimique est une réaction causée par une expansion très rapide du volume de l'explosif. Les molécules de l'explosif se décomposent en atomes, puis se recomposent en formant de nouvelles molécules plus petites. Multipliées par des milliards et des milliards de molécules, cela cause une expansion très rapide du volume et donc une explosion. Lors de l'accident de la centrale nucléaire de Tchernobyl en 1986, ce n'est pas l'uranium qui a explosé. Suite à une erreur de manipulation, la réaction nucléaire s'est emballée, la chaleur du corps du réacteur a brutalement augmenté et l'eau de refroidissement s'est transformée en vapeur en augmentant énormément son volume. La pression à l'intérieur du cœur du réacteur a augmenté, comme dans une cocotte minute,
et celui-ci a explosé en libérant l'uranium qui s'est répandu dans l'atmosphère. Et on peut se demander pourquoi un tel mensonge. Il s'agit de dissuasion. Montrer aux autres pays qu'on dispose d'une arme terrifiante pouvant tuer des centaines de milliers de personnes en une fraction de seconde. Nous faire peur est aussi un moyen pour maintenir la dépense militaire au maximum. Mais cela amène une question. Est-ce que les dirigeants des pays savent que cela n'existe pas? En tout cas, cela rapporte des sommes énormes aux fraudeurs. Toute l'économie concernant les bombes atomiques génère des milliards de dollars, dont une bonne partie va directement sur le compte en banque des fraudeurs. Par exemple, au tout début, le Manhattan Project, qui travaillait sur l'élaboration de la soi-disant première bombe atomique aux États-Unis, a coûté plus de 25 milliards de dollars et a employé plus de 130 000 personnes pour fabriquer une fausse bombe. En tout cas, c'est une bonne nouvelle de savoir qu'il n'y a pas de bombe atomique. Nous n'avons plus à craindre ni guerre nucléaire, ni guerre mondiale, ni attentat terroriste à l'arme nucléaire. En fait, un des grands phénomènes que je cite dans le bouquin, c'est ce qu'on appelle l'impuissance apprise. Et ça, c'est un phénomène mais vicieux, quoi. Et il est connu depuis l'Antiquité. En fait, les cornacs, dans l'Antiquité, on n'avait pas de fer. Donc pour attacher un éléphant avec une chaîne en bronze, il faut se lever tôt. Vous n'avez peut-être pas posé la question, mais c'est difficile. Et ils avaient trouvé une méthode pour attacher les éléphants qui était de prendre l'éléphant petit, de lui mettre une corde à la patte qui ne pouvait pas briser. Et en grandissant, l'éléphant grandissait avec l'idée que c'était impossible de briser cette corde. Ce qui fait qu'on lui mettait la petite cordelette à la papate, même adulte, et il n'essayait pas de bouger. Ça marche encore aujourd'hui, bien sûr. Et bien, ce phénomène de mettre la chaîne directement dans la tête de l'éléphant, il existe tout à fait chez l'homme. Tout à fait. On peut convaincre un élève qu'il est mauvais. On peut lui dire, t'es mauvais en maths, n'essaye même pas. Et on peut prouver, même en neurosciences aujourd'hui, qu'il y a certaines personnes, quand on leur montre une équation mathématique, il y a une partie de leur cerveau qui s'active, qui est frontale, qui dit en gros, n'essaie même pas. Et ça s'active souvent chez moi. ففي الناس أبدال وفي قلب